Go ahead. Make my day. Et bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ici Mister Cool, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, période très, très froide. On est en Alsace, il neige, il fait froid, je me les gèle, mais on garde le sourire, Noël se rapproche et on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel entretien ciné, le 4e épisode. En tout cas, c'est la 4e fois que je le fais après, l'avoir fait avec Angel Heart, Jonathan Asia et le beau parleur du cinéma. Et cette fois-ci, grosse première, c'est une femme qui va me rejoindre en la personne de Evil Twin Aurore. Je vous laisse la faire venir tout de suite. Ça y est, voilà. Bonjour, bonsoir Evil Bonjour, Twin. soir, quelque chose. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà. C'est beau ça, bonjour. On va le garder, on va le garder. Je Comment vais le tu noter vas? quelque part. Ça va fraîchement aussi, parce que je suis pas en Mhm. Alsace, mais je suis en Franche-Comté et il fait frais aussi chez moi. D'accord. Bah, écoute, l'hiver est venu un peu plus tôt que prévu cette année, donc comme quoi les gens qui se plaignent du réchauffement climatique, on les entend pas à ce moment-là. Écoute, comme d'habitude à chaque entretien ciné, donc je vais en profiter avant qu'on entre dans le vif du sujet avec le film que tu as choisi, à part te présenter. Donc, qu'est-ce que Evil Twin Horror c'est, d'où tu viens, quelle est ta passion, de quoi tu parles, voilà. Bref, une grosse présentation. Je te laisse Grosse débuter. globale. Voilà, vas-y. Alors moi, c'est Evil Twin, donc de l'Instagram Evil Twin Aurore. Donc j'écris des analyses et des critiques de films, plutôt axées sur le cinéma d'horreur et fantastique. Tu vois, ça commence bien, hein. À chaque fois qu'on est en vidéo, à chaque fois que je balbutie, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. On voit que j'ai l'habitude, hein, d'être en vidéo, hein. Et du coup, je suis également rédactrice, cinéma pour l'association Les Swimother Films, où là, je développe un peu plus mes analyses de films en faisant des analyses complètes pour la plupart, des films, dont je parle. D'accord. Voilà. Alors, donc comme tu l'as dit, tu fais des critiques de films et surtout en particulier donc tout ce qui touche à l'horreur, ce genre-là. Pourquoi, le fantastique plus que la comédie, plus que le western, plus que tous ces genres-là, quoi? Pourquoi, l'horreur en particulier? Je suis un peu plus sensible, je pense, à l'imagerie qu'il y a dans le cinéma d'horreur et dans le cinéma fantastique, que ce soit, on va dire, politique, sociétal, ou que ce soit complètement pour m'emmener dans un autre monde, comme certains mondes, on verra pour les films dont je vais parler, donc le monde entre guillemets «des vampires» ou des fantômes ou autres. D'accord. Quel a été un petit peu le déclencheur? Quel est le film vraiment aimer et vraiment, pénétrer dans cet univers qu'est l'horreur entre toutes les créatures mythologiques, toutes les icônes aussi de l'horreur qui a façonné le genre au fil des décennies? Alors il y a 2 films que j'ai vus très, très jeune. Donc il y a Cimetière, l'adaptation de Stephen King de 84, si ma mémoire est bonne. 89, Heu, 89. 89. Bah, tu vois, je me plante déjà, voilà. Que j'ai vu un peu trop jeune, heu, donc j'avais 10-11 ans quand je l'ai vu et le Réalisé film par une dont femme, si je dis pas de bêtises, réalisé par Marie Lambert? il me semble, oui, mais je Mmh. peux vérifier, mais ça va prendre du temps, bon. Donc voilà, ouais, ça va être trop long et sinon, bah, le film dont je vais parler aujourd'hui, donc Dracula de Francis Ford Coppola, que j'ai vu quasiment en même temps, donc pareil, j'avais le même âge et ensuite ça a été au niveau de la littérature parce qu'à la lecture enfin, au visionnage de Cimetière, mon père m'avait prêté des livres de Stephen King, donc je Mmh. suis devenue une grande fan de Stephen King et je suis très vite entrée dans l'univers, fantastique et horreur. D'accord. Alors, certes, on parle de cinéma, mais est-ce que aussi tu traites aussi un petit peu de la littérature dans tes critiques? Oui, j'en traite, bah, là j'en ai traité dernièrement avec Guillermo del Toro et Les Chaînes du diable, pour Mmh. expliquer en quoi c'était un film typiquement gothique, pour Dracula de Coppola d'ailleurs, qui reprend beaucoup la littérature gothique, ou sinon l'imagerie aussi picturale avec, des œuvres d'art par exemple. Ça Mmh. peut être bien utile des fois pour certains films. Et outre, Stephen King, quelles sont tes autres influences en termes de littérature? Alors, bah, pas grand chose en fait, Edgar Allan Poe, mais on reste vraiment dans le cliché, Mmh. le cliché total. D'accord. Mais sinon, je lis surtout des thrillers ou thrillers fantastiques, donc.
Mais j'en aurai une liste. J'ai une bibliothèque aussi pleine que la bibliothèque qu'elle a derrière. C'est compliqué. On va dire principalement Stephen King, hein. D'accord. Pas de, par exemple, Lovecraft, t'es pas spécialement lié à, Ah à si, son univers. moi aussi. N'engageons pas le sujet Lovecraft. D'accord, ok. On va se focaliser à l'œuvre de Bram Stoker, donc Dracula, qui est un personnage qui a été traité moult fois au cinéma. On compte même plus les Plus de adaptations. 500, je dirais, hein. Ouais, entre les adaptations officielles, donc la version de 1931 avec Bela Lugosi, la version de 78 réalisée par John Badham, si je dis pas de bêtises, celle qui va nous intéresser Ou ce Nosferatu, soir. Pardon? ou Nosferatu, qui est plutôt Nosferatu, là, officiel. je parlais des Ouais. officiels, donc on avait aussi la version de Dario Argento sortie Mm. en 2012, si je dis pas de bêtises, qu'en plus là, elle a la particularité d'être en 3D. D'autres trucs, genre par exemple Dracula Untold, voilà, où on verra récemment le Renfield l'année prochaine avec Nicolas Cage, et donc aussi des adaptations non officielles. Donc tu citais le Nosferatu de Murnau, son remake de 78 réalisé par Werner Herzog, et prochainement une nouvelle version par le réalisateur de The Northman, si je dis pas de bêtises, qui devrait arriver l'année prochaine, normalement si tout se passe bien. Oui, Après rigueur. bon, voilà, on a aussi eu des trucs un petit peu, des versions mexicaines, ou Superman contre Dracula, Batman contre Dracula, bref, entre Blade contre Dracula. Blade, oui c'est vrai, Blade Trinity, malheureusement. Pourquoi tu parles de celui-là, merde. Je voulais t'embêter, j'aime Voilà. bien. Van Helsing aussi avec Hugh Jackman qui affronte Oui. Dracula. Bah là, tu Donc veux m'embêter, moi. voilà. Donc clairement, personnage très populaire, clairement l'une des plus grandes icônes de l'horreur, et qui a justement aussi influencé ce qu'on appelle un petit peu, enfin, ce qu'on appelle le film de vampire, qui a eu il y en a eu beaucoup, parce qu'il n'y a pas eu que, on n'a pas que traité Dracula dans les films de vampires. On a eu Entretien avec un vampire, on a eu le vampire de De Carpenter Anne qu'on Rice, avait. oui. Voilà, le vampire de Carpenter qu'on avait justement, puisque c'est pas la première fois que tu es en live avec Oui. moi, puisqu'on avait, on s'était occupé de la troisième. Tu étais présent pour la troisième partie sur John De Carpenter, si je l'Antre dis de la pas de folie bêtises. à The Ward. Exactement. Donc il y a eu tout ça. On a eu, bon, malheureusement, on est obligé d'y parler, mais il y avait, enfin, de la cité, on a eu la saga Twilight, qui a eu un succès planétaire, ou encore 30 jours de nuit. Donc clairement, le vampire, comme le zombie, on en a quand même un petit peu bouffé. Mais voilà, donc ce soir, on va se focaliser donc sur la version de 1992, qui a été donc réalisée par Francis Ford Coppola. Pour les gens qui ne connaissent pas Francis Ford Coppola, c'est quand même le réalisateur qui a fait Conversation secrète, qui avait fait Apocalypse Now, et surtout la trilogie du Parrain. Donc, avant que tu entres plus précisément dans le vif du sujet, on va se mater la bande-annonce du film, pour se mettre un petit peu quelques images et quelques idées en tête, avant que tu puisses parler plus techniquement du film. C'est parti. Il n'y a pas de souci. The frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time to find you. Ja, Dracul. There's a sinister, darker side to him I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. What are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face. Can take on many forms. He is both young and old. He can appear as mist, as vapor, as the fog. And he can vanish at will. My love. The power of his evil desire has no end. You've got to go to him. And you've got to love him. She is a willing recruit and devoted disciple. She is the devil's concubine. Dragon! Join me in eternal life. Your salvation is his destruction. I want to be what you are. I want to see what you see. I want to love what you love. Take me away from all this death.
Make no mistake, he must be stopped. Voilà. Donc Dracula, donc réalisé par Francis Ford Coppola et sorti en 1992. Alors pour remettre dans le contexte, c'est vrai que Coppola à ce moment-là traverse un petit peu une période assez compliquée parce que bon, il avait eu un méga succès entre les deux premiers parrains, Apocalypse Now, et les années 80 ont été quelque peu compliqués pour lui parce que les films qu'il avait sortis n'ont pas eu des gros succès. Je pense en particulier à Outsider, Cotton Club, Jardin de Pierre, Tucker, bref, il avait fait beaucoup de films, voire même la troisième partie du parrain qui avait quelque peu déçu certains fans. Donc clairement, quand il sort Dracula, on se dit est-ce qu'il peut encore nous proposer quelque chose de nouveau dans son cinéma? Là où justement, ben, certains de ses confrères comme Martin Scorsese, De Palma, Spielberg ont continué à enchaîner des gros succès. Lui, il a plutôt, on va dire, régressé dans son cinéma. Et donc, il nous sort en 1992 une nouvelle version de Dracula. Donc, clairement aussi, outre ses difficultés financières aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait fait la troisième partie du Parrain pour enfouler un petit peu les caisses. Donc il se retrouve avec cette méga production à coût de quand même, si je dis pas de bêtises, ça avait quand même coûté 40 millions de dollars avec quand même un gros casting, aussi bien qui avait déjà confirmé, mais aussi d'autres jeunes pousses qui venaient de débarquer. Je pense en particulier avec Keanu Reeves, Winona Ryder et donc d'autres anciens comme Gary Oldman, donc qui joue Dracula, ou encore Anthony Hopkins. Et donc, ben voilà, donc on va commencer à rentrer dans le sujet. Donc, Evil Twin, si tu pouvais un petit peu nous raconter de quoi parle cette version de Dracula, puisque comme tu l'as dit, on avait un petit peu parlé par rapport en termes d'adaptation, c'est que le film se différencie quelque peu du roman de Bram Stoker sur certains points. Donc, je t'écoute. Nous t'écoutons. Nous m'écoutons. Nous m'écoutons? Ouais, on Voilà, va dire nous ça. m'écoutons. Non, après, comme je t'ai dit, je vais pas pouvoir faire, on va dire, une comparaison bouquin-film. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu le livre. Mhm, J'ai retenu beaucoup d'informations entre-temps, mhm. donc ça fait quand même beaucoup à assimiler. Malheureusement, mon cerveau peut pas tout retenir. En bref résumé, je pense que la bande-annonce que tu as mis résume quand même assez bien les choses. Je pense, hein. Je reprends ma petite note, hein, parce que pour ceux qui ont suivi mon live de Carpenter, j'ai toujours mes notes avec moi. Très bien, très bien. Je suis une élève assidieuse. Donc en gros, en Transylvanie, en 1400. Excuse-moi, Meurs pas, un meurs petit peu la pas. crève. Non, c'est un petit peu la crève en ce moment. Oui, c'est le froid. Vas-y. Tiens, du thé. Donc en Transylvanie en 1462, donc Vlad Dracul laisse sa fiancée Elisabetta donc dans son royaume, on peut appeler ça un royaume, c'est pas trop un royaume. Enfin bon, pendant que lui va au combat contre l'envahisseur turc. Mhm. Donc il revient victorieux du combat, sauf que entre-temps, elle apprend que son mari est mort au combat, ce qui n'est pas vrai, donc elle se suicide. C'est pas triste. Ouais. Donc, suite à cette nouvelle-là, il rejette Dieu directement. Donc ça, je vais y revenir peut-être si je fais une analyse vraiment complète de la chose. Donc il rejette Dieu et à ce moment-là, qu'il devient un vampire. Et D'accord. c'est intéressant comme, comme point de vue quand même. Et on le retrouve quelques années plus tard avec Jonathan Harker, qui est un Quelques siècles plus notaire. tard. Quelques siècles 4 plus tard. siècles, si ma mémoire est bonne, c'est 4 siècles. Ouais. Donc c'est un notaire qui se rend au château en Transylvanie, suite à son prédécesseur Renfield, qui est devenu un peu fou, Mhm. et qui, je ne sais pas trop comment expliquer, il a le portrait de Mina, sa fiancée, donc à Jonathan, et Dracula se rend compte que c'est le sosie de sa Elisabetta. Et tout va se suivre pour retrouver son amour perdu, on va dire ça comme ça.
En gros, il va capturer enfin Jonathan dans son château et lui, il va partir à Londres pour essayer en gros, de pécho sa meuf, quoi. C'est ça, en transformant un peu sa meilleure amie en vampire au passage, enfin, Aussi. c'est tout un truc. Alors, déjà, ce qu'on peut déjà parler, c'est par rapport à la mythologie du vampire, parce que alors je pense qu'avant l'œuvre de Bram Stoker, il y avait déjà eu des romans qui traitaient de la figure du vampire, mais c'est vraiment, Bram Stoker qui a popularisé vraiment, mis en avant cette icône et bah, déjà, il y a déjà un truc par rapport à ce que nous, on connaît du vampire, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui, pour devenir vampire, en gros, tu te fais mordre par un autre vampire qui boit ton sang, je crois, entièrement, et tu te réveilles pour devenir une créature de la nuit. Et là, c'est ce que tu viens de me dire, tu vois, c'est que par exemple, bah, il a rejeté Dieu, et en rejetant Dieu, en fait, il se transforme en vampire. C'est ça, C'est c'est une un sorte de peu. malédiction. D'accord, ok. Donc, Alors, je suis en train moi, de regarder dans mes ouais. notes, il me semble que je l'ai noté quelque part. Je me dis quelque part dans le symbolisme, j'ai dû le noter. Mhm. Quelque part, hein. Mm. Parce que c'est vrai que je me suis plutôt attardée dans mon analyse sur les œuvres picturales. Est-ce que ça, justement, en fait, en rejetant Dieu, est-ce que Ah, ça, voilà. ça signifie que Dracula, en fait, est considéré comme le premier vampire? Oui, Dracula est considéré comme le premier vampire, donc voilà, c'est bien ce que j'ai noté. Il est conçu d'un amour perdu et d'une création chrétienne, en rejetant Dieu. Parce que j'ai la scène en tête, quand il trouve Elisabetta qui est étendue sur le sol et qui sait que il me semble que c'est des Vivoides, si ma mémoire est bonne. Forcément, hein, j'aurais dû le noter, ça. Hein. Vivoid, non, Voivode, je ne sais pas comment ça se prononce. Je suis en train de tout écorcher, je vais encore me faire taper. Donc, lui disent qu'ils ne peuvent pas l'enterrer chrétiennement parce qu'elle s'est suicidée. Du coup. Et c'est à ce moment-là qu'il prend son épée et qu'il transperce une croix qui est dans une sorte de temple et que Mhm. la croix se met à saigner et qu'il devient un vampire en buvant le sang de cette croix. Donc, c'est D'accord. vraiment conçu d'un amour perdu et en création chrétienne, c'est le cas de le dire, en le rejetant, justement. Ok. Euh, Pourquoi, de base, pourquoi tu as choisi ce film? Donc, comme tu m'as dit, vraiment, pourquoi pour toi le Dracula de Coppola, c'est ton film préféré? Oui, Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui parce que vraiment c'est un t'a des. marqué dedans dans ce film-là? Qu'est-ce qui vraiment t'a influencé dans ta vision, de peut-être ça a aussi une grande influence pour toi sur, le genre de l'horreur, sur tout ce qui est vraiment, tout un imaginaire? Qu'est-ce qui vraiment que cette version t'a influencé? Ou déjà par rapport aussi aux autres versions de Dracula, qu'est-ce que vraiment t'a plus marqué dans celle-là que les autres? Énormément de choses. Alors déjà, c'est vraiment aussi nostalgique. Mmh. C'est quand même un film que j'ai découvert très jeune grâce à mon papa, parce que c'est lui qui m'a autorisée à regarder ce genre de film. Voilà, donc quand je dis très jeune, voilà, j'avais 10, 11 ans quand j'ai vu le film et ce qui m'a vraiment très jolie affiche, pas ma préférée, mais elle est très jolie, mais ce qui m'a marqué, c'était vraiment la scène d'intro, tout en ombre chinoise avec les empalements des Turcs, qui est vraiment superbe. Et tout ce qui est, je dirais vraiment pictural dans ce film, tout dans ce film est magnifique et tout est millimétré, je sais pas trop comment expliquer, c'est qu'on a vraiment Au 2 niveau des mondes cadres? direct. Oui, voilà. Je peux y venir plus tard, c'est vrai que Il y a pas de souci. mais vraiment, c'est vraiment tout le thème pictural, tout le thème qu'il y a autour, aussi de l'amour perdu, du coup, l'amour Mmh. éternel. C'est juste magnifique, en fait. En Et vu en que je fait, l'ai vu, voilà. ce sont des liés à des thématiques aussi qui te touchent toi, personnellement, Oui. qui te passionnent? D'accord. Parce que ça reprend vraiment, que ce soit des tableaux ou que ça reprend des films. Le film est multiples, référencé, au niveau du cinéma dans le film d'ailleurs. J'en Mmh. parlerai si tu veux, je peux Oui, développer. bien sûr, hein, tu es là pour ça, tu es là pour ça. Ah bon? Oh flûte! Oui. Oh, je crois que j'étais juste là pour dire: «Bah, regardez Dracula». Ça peut aussi, hein, mais je suis pas sûre que les gens iront, Bon, surtout que tu peux le trouver facilement, Dracula, il est disponible en DVD, Blu-ray, même sur je crois en sur, Blu-ray, oui, ils ont voilà, ressorti d'ailleurs une 4K dernièrement, et il est même 30e ressorti au anniversaire, je cinéma. crois, un truc comme ça? Oui, aussi, c'est vrai. Oui, parce que je l'ai vu. Ah, d'accord. Bah, c'était au FEFS, il était ressorti au FEFS. Oui, c'est vrai, parce que c'était la Voilà. thématique du vampire, donc c'est vrai. Donc Oui, c'était voilà, les 100 ans de Nosferatu. en plus.
Je crois qu'il avait, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait diffusé Nosferatu dans une église, un truc comme ça cette année pour les débuts, je crois. Oui, c'est ça, oui. Je me C'est demande ça. si c'était pas Saint Thomas, c'était l'autre, je sais plus. C'était l'autre église de Strasbourg, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, mais c'est pour ça que je suis en train de chercher le nom, mais vu que je ne suis pas de Strasbourg, Alors moi, je c'est suis Strasbourg, compliqué. mais je connais pas tous les quartiers de ma ville, mais voilà. Bref, reprenons. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est un film qui me touche particulièrement et plus je le regarde et maintenant que j'ai un autre œil du cinéma au fur et à mesure des années, plus je l'aime en fait. Tu à ton combienième visionnage là? Je les compte plus. C'est comme pour L'Exorciste, je compte plus le nombre de visionnages de ce film. D'accord. Hem, au niveau de la mythologie du vampire, est-ce que tu t'y connaissais un petit peu par rapport à cette, figure de Laura avant d'avoir vu Dracula? Ou donc clairement tu as direct tu repéré un petit peu les références par rapport à cette créature, donc des motifs visuels aussi et voilà, toute la mythologie entre les costumes, forcément et est-ce que ça reste, comment dire? Respectueux de l'image qu'on a du mythe du vampire aujourd'hui. Bah, le mythe du vampire a beaucoup changé. Il a beaucoup Au évolué, fur et c'est à c'est clair. mesure des années, il a évolué. Il est passé quand même d'une créature un peu effrayante, on va dire ça comme ça, Mmh mh. mais en même temps un peu du gentleman. Si je prends Bela Lugosi, il est plutôt attirant. Mmh. Après, il s'est transformé en prédateur. Coucou 30 jours de nuit, par exemple, qui était vraiment typiquement il me semble que c'est tiré d'une BD, 30 jours de nuit, si ma C'est mémoire est d'un bonne. comics, ouais. Voilà, d'un comics. En plus, j'ai le DVD, je pourrais regarder, hein, mais et après on est revenu, entre guillemets, à «l'adolescent vampire» pour revenir à peu près à ses origines de base. Mmh mh. Donc il a beaucoup, beaucoup évolué. Mais Dracula, c'est vraiment qu'il est à part. Il a vraiment emmené une, comment dire? Une imagerie un peu gothique, comme la littérature gothique qu'on avait à l'époque. Qu'est-ce qu'on avait avant Dracula? Je suis en train de réfléchir dans ma tête. On Bah, avait les Dracula de la Hammer, ça aussi, avec, Christopher mmh, Lee quand même. avec Christopher Lee, ouais. Mmh. En plus, j'avais sorti le bouquin, hein, exprès, mais c'est pas grave. Heu, mais oui, mais c'est vrai que c'est différent de la Hammer. Après, je m'y connais pas assez au niveau de la Hammer pour faire, une Mmh. comparaison, entre les 2. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi avec le Dracula de Coppola, maintenant justement que tu parlais avec les différentes, é évolutions du mythe du vampire, c'est que quand il sort dans les années 90, ce qui va arriver un petit peu par la suite sur les autres films de vampires, c'est qu'il y a aussi une grosse connotation sexuelle. On parlait Oui, justement notamment avec dans Entretien avec un vampire. Entretien avec un vampire et même dans une certaine mesure aussi avec, la série Buffy. Oui, et même dans Dracula d'ailleurs, avec le Oui, rouge, justement avec, par par exemple. rapport au film de Coppola, mais vraiment par la suite aussi, ça va lancer pendant 10 années où, le vampire n'est plus forcément une figure, du mal ou que vraiment, comment dire? Qu'on a envie de détester, tu vois? Genre, par exemple, moi, pour beaucoup de fans de je parle de la Buffy parce que c'est une des séries qui m'a beaucoup Ah bah, juste avant beaucoup Buffy, on marqué. avait Génération perdue, Génération perdue aussi, on qui avait était juste aussi, avant du coup, hein. avant et Near même Dark, Near Dark, voilà, ce je sais, aux frontières de l'aube en oui, en français. français, Mais oui. moi qui suis un gros fan de Buffy, bah, pour beaucoup le perso préféré des fans, c'était Spike, tu vois? Et qui pourtant Et à qui est partir de la saison inspiré du 2 coup de Kiefer Sutherland, de Génération exactement, au perdue. niveau de son look et tout ça, ce côté un petit peu Oui, rebelle, alors que, bah, au début de la saison 2, 3, c'est plutôt un ennemi et puis petit à petit, il devient un allié et il devient super attachant parce que voilà, il a retrouvé son âme et donc il y a aussi cette notion de l'âme perdue, tout ça. Parce que par exemple, quand Angel dans la saison 2 il retrouve son âme, il devient méchant. Bref, ah oui, il y a ça exact, ça oui. et il y avait aussi cette, quand je parlais de la connotation sexuelle, c'était quand même aussi, j'avais vu à l'époque parce que, bah, Mais Buffy, le elle vampire avait était attirant. il était attirant. Bon, David Boreanaz, c'était quand même un beau gosse quand même, fallait le dire et le truc, c'est que, ben, Buffy avait quoi? 16, 17 ans et elle couchait avec un mec qui Oui, en avait 200 ans. Tu vois? c'est ça. C'était assez bizarre, quoi. Tu dis: «Punaise, ils ont quand même accepté ça à la télévision», donc voilà, on pouvait se permettre des choses, mais bon, revenons donc, au Dracula À Dracula de de Coppola. Coppola quand même malgré tout, mais forcément on est obligé de bifurquer parce qu'il y a une telle mythologie Oui. qui est tellement forte avec cette icône et donc on parlait de la connotation sexuelle qui est très présente et donc ça se voit surtout avec les Mais est-ce relations que je entre peux le faire une petite pub pour une autre mais chaîne mais justement? vas-y, mais vas-y, mais vas-y, on est là pour ça. Voilà, concernant du coup, je parlais de la couleur rouge, de regarder la chaîne de Demoiselles d'horreur qui a parlé de Lucie dans Dracula de Coppola. OK, d'accord, bah, voilà, donc moi je connais Demoiselles d'horreur, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'elle fait, c'est de Oui, l'excellent travail. c'est juste génial. Voilà.
Donc on parlait de la relation amoureuse qui, en fait, qui va petit à petit se développer donc entre Dracula et le personnage de Winona Ryder qui, je dis pas de bêtises, Mina. s'appelle Mina, c'est ça. Donc vas-y, je te redonne la parole, vas-y. Non, mais vas-y, tu peux continuer. Bah, comme tu disais, en fait, c'est vrai que le sang, heu, alors, on est quand même à une époque où, le sida commence un petit peu à prendre de l'ampleur et tu as quand même, certaines scènes, très érotiques où, la couleur rouge devient un signifiant très fort, Oui. visuellement. Je pense en particulier à cette scène où justement, Dracula essaie de la transformer, où justement elle boit son sang et tout ça, donc il y a quand même des motifs, assez forts et Même pardon? Lucie qui est habillée en rouge. Lucie qui est, si je dis pas de bêtises, c'est sa meilleure amie, c'est ça, hein? Oui. Ouais, et qui en plus, Quand elle bon, sort dans a le labyrinthe, avec sa nuisette rouge. C'est pour c'est ça que j'ai dit: ça «Allez voir la chaîne de Demoiselles d'Horreur». et Elle en parle qui, beaucoup mieux que moi là-dessus. et qui a une femme un petit peu très émiettée, on va dire, parce que, elle est quand même, courtisée par, 3 mecs, si je dis pas de bêtises, Lucie. Oui, Mmh, une on femme très va libérée. ouais, exactement. Bah, moi personnellement, c'est vrai que ça m'avait pas plus dérangé que ça. Je sais pas si c'était dans on est le film se passe en 1897. Est-ce que c'était, on était dans une certaine révolution sexuelle à l'époque, je sais pas, je pourrais pas dire sur ça. Donc, outre la connotation sexuelle, après il y en a aussi, au niveau des motifs visuels, tu parlais justement qu'au début, on avait, ce côté de jeu d'ombre, chinoise. L'ombre Alors moi, chinoise, ouais. il y a aussi un petit peu l'expressionnisme allemand avec ce jeu des Oui, ombres qui ressort il y en a beaucoup énormément. dans le film. Mmh. Je pense en particulier où tu as Jonathan Harker quand à un moment il va dans le château et je sais plus, il est Et en tu as train l'ombre de qui est juste derrière. c'est ça, c'est ça. En fait, tu as Dracula qui est en train de taper la discute, il est, dans le coin. Jonathan est en train de manger et en fait, tu as son Sur la ombre table, ouais, et derrière, puis tu as l'ombre qui arrive, ouais. Ça, et c'est qui c'est fait juste un magnifique. qui sort son bras. Donc, il y a beaucoup de jeux comme ça qui sortent aussi et je me souviens aussi alors, Multi-référencé, c'est ce que je disais, ah, heu multi-référencé. et c'est assez bizarre parce que, finalement, Coppola s'inspire énormément de la version du film de Murnau, donc l'adaptation non officielle. Et de Bela Je Lugosi pour une aussi. Il y en a 2 en fait. Et il s'inspire heu, des 2 Dracula dedans. Donc on mmh a au niveau des ombres pour le Nosferatu, oui. clairement, hein. Ça clairement. Et on a une phrase quand Dracula et bah, justement quand Jonathan Harker est en train de manger et Mmh. quand tu lui demandes s'il veut pas manger lui aussi ou boire quelque chose et Dracula lui dit: «Je ne bois pas de vin» et c'est la phrase que disait Bela Lugosi dans le film de 31. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres références aussi à la version de 1931 ou Il me semble qu'il y a une référence, je ne sais plus si c'est 31. Oui, si, Nosferatu, quand il sort du cercueil avec sa robe dorée, donc ça, j'en reviendrai plus tard sur sa robe dorée. Il sort exactement pareil, d'accord, ce qui est plutôt pas mal et il me semble que c'est tout ce que j'ai noté sur ces 2 versions-là. Après, c'est des références à d'autres films, donc d'accord. beaucoup de références, Bah, vas-y, si dont un déjà film on est dans français. les bah, si on est déjà dans les références, vas-y, je te laisse, enchaîner, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme référence? La Belle et la Bête de Cocteau, D'accord. ce qui est quand même une belle référence. Oui, effectivement, très l'un des plus beaux pour moi, peut-être avec, Les Enfants du paradis, l'un des plus beaux films du cinéma français. Ah, j'adore La Belle et la Bête de Cocteau. Alors, il faut savoir que le dessinateur, donc si ma mémoire est bonne, c'est Jim Sterank, a créé un storyboard en intégrant des images de La Belle et la Bête de Cocteau pour D'accord, créer Dracula. Et dans Dracula, on retrouve du coup une référence à La Belle et la Bête, c'est la scène où ils boivent de l'absinthe et que Mina commence à pleurer et que Dracula en sort des diamants de sa main. mmh Je ne sais pas si on voit la scène, elle est en train de pleurer, il lui essuie d'un revers de la main ses larmes et il a des diamants dans la main. Et ça, c'est dans La Belle et la Bête de Cocteau. d'accord. C'est elle verse une larme et les larmes se transforment en diamants. On dirait très C'est belle une scène, belle très référence. ouais, effectivement, très, très, très C'est belle. une belle référence. Qu'est-ce que j'avais noté aussi en référence? Quand Jonathan Harker, il va voir les fiancés de Dracula, avec la Mmh belle Monica Bellucci d'ailleurs. Je me demande si elle était je crois qu'elle n'était pas créditée à l'époque, Monica Bellucci. Mais juste C'est avant, il possible. ouvre un coffre Mmh et il sort une petite fiole verte ouais. et cette fiole verte, le liquide s'écoule vers le plafond. Oui. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui, en plus, Du verre qui s'écoule vers le plafond. c'est pas un film qu'en plus que j'avais parlé il y a quelques mois, si Dans je un dis pas de live. bêtises. Voilà, Prince des ténèbres de John Carpenter, si je dis pas de Voilà, bêtises. Voilà, bien sûr. Voilà, sur c'est la ça. notion du mal. Après, bon, bah là, après, ça va être une référence plutôt picturale. On a une référence à l'exorciste, Mhm. avec Lucie, quand elle est dans son cercueil, avec sa robe de noces. Oui, elle est enterrée avec sa robe de noces, un peu bizarre, mais bon. Mais elle vomit directement sur Van Helsing en présentant la croix, Ouais. comme dans l'exorciste. C'est une belle référence aussi. Elle était pas, je crois, en robe de mariée parce que je crois qu'il y avait un des Si, trois mecs qui une robe de justement noces, ouais. elle avait accepté sa demande, je crois, un truc comme ça, si Ouais, je me souviens bien. c'est pour ça que c'est bon, après, ça se faisait peut-être à l'époque, hein. Possible. Mais voilà, donc c'est à peu près les références que j'ai notées des films, ce qui est Moi, plutôt je pas mal. pourrais presque aussi dire, parce qu'à un moment, si je me souviens bien, il se transforme un petit peu en loup-garou, un petit peu. Enfin, il a une forme un petit peu bestiale. Ça m'a un petit peu fait penser au niveau des maquillages au loup-garou de Londres. Ah oui, ah bah si, il y a la brume aussi de Nosferatu. Exactement, oui, la brume, bah, Oui, forcément aussi avec ouais, le je côté viens d'y city, penser. tout ça. Bref, beaucoup de références. Et par contre aussi, tu m'en avais parlé aussi, c'est par rapport aussi au niveau des tableaux. Il y avait beaucoup de tableaux Oh qui oui. t'avaient marqué. Donc, alors moi, les peintres, je les connais pas tant, je m'y connais pas du tout. Donc, je te laisse enchaîner sur ce côté-là. Alors que je retrouve le nom de la demoiselle, hein, Mhm. de dame, demoiselle. Alors comme je dis, hein, j'ai toujours mes notes. C'est magnifique d'avoir des notes partout. Surtout pour s'y retrouver après, c'est Ouais, encore plus pratique, hein. je te rassure, tu sais, quand moi je fais mes critiques, hein, moi je suis à l'ancienne. Moi, j'ai mon cahier, tu vois. Moi, je ne dirai pas le nom du logiciel parce que je ne fais pas de pub pour ce logiciel. Mais voilà, qui est ouvert avec ma page d'analyse de Dracula. Donc, j'essaye de piocher un peu à droite à gauche. Donc, oui. Donc, au niveau du symbolisme, parce que du coup, il y a beaucoup de symbolisme dans ce film, ce serait beaucoup trop long d'expliquer le symbolisme du film. C'est pour ça que j'ai écrit un article dessus. Il faut savoir que beaucoup de réalisateurs, je pense à Dario Argento, à Robert Eggers ou autres, montrent souvent des tableaux à leur directeur photographique, Mhm. au niveau de la lumière ou de la composition d'une image. Et là, Coppola a présenté des tableaux de Gustav Klimt. Donc, D'accord. Gustav Klimt, Le baiser, par exemple, qui Oui. est très doré. Voilà, donc Gustav Klimt. Donc, il les a montrés à sa costumière aussi, Eiko Ishioka. Ah, je vais écorcher tous les noms. C'est magique. Et donc, on retrouve beaucoup de Gustav Klimt dans ses costumes. D'ailleurs, ses costumes sont magnifiques. Mhm. Voilà, petite parenthèse, le costume de Dracula rouge du dragon est magnifique. Ouais, Donc, oui, il est classe, ouais. voilà, très très classe. Son travail de costumière était vraiment formidable. Mais du coup, de Gustav Klimt, on peut retrouver la robe du baiser, justement sur Dracula quand il sort de son cercueil. Une belle robe dorée, avec plein de petits carrés rectangles. C'est juste magnifique. Dans des poses de Lucie, quand elle vient d'être mordue et qu'elle est dans son lit avec le gros collier. Ça peut reprendre aussi des tableaux de Gustav Klimt, que bien sûr, je n'ai pas noté parce que je suis une cruche. Hein, je n'ai pas noté le nom des tableaux. D'ailleurs, petite anecdote aussi, tu parlais des costumes. Les Oui, costumes, ils sont l'œuvre de Eko Ishioka qui avait oui notamment je l'ai fait dit. notamment fait les costumes de The Cell et de The Fall enfin qui avait beaucoup travaillé pour Tarsem Singh, The Cell parce que je t'en avais parlé récemment. Et d'ailleurs, il y avait certaines tenues un petit peu qui m'avaient beaucoup fait penser à la tenue de Dracula. Je pense en particulier dans The Cell quand en fait il se transforme, enfin il se connecte pour être dans le monde des rêves, le personnage de Jennifer Lopez dans The Cell. Je me dis, tiens, Ouais, c'est tout est beau. lié en fait. Ouais, Tout il est est magnifique. c'est magnifique. Son travail était magnifique. Après, pour rester aussi dans les œuvres picturales, on va revenir du côté de Jonathan Harker qui va voir les 3 femmes de Dracula. Dracula Concubine. arrive, oui, concubine, femme, donc il vient de se faire, violer? On sait pas trop par ces 3 femmes, je sais pas trop comment J'aimerais tellement expliquer. me faire violer par ces 3 femmes, clairement. Mais Dracula arrive et donc du coup, il y en a une, on voit juste sa tête qui a des serpents dans les cheveux. Oui.
qui reprend du coup la Gorgone. Mais la Gorgone, je n'ai pas noté le nom. Pourquoi? Tu vois, à chaque fois que j'ai envie de faire un truc, je suis perdue. Non, je l'ai bien noté. Ah non, je ne l'ai pas noté. Enfin, ça reprend Méduse, donc la Gorgone, dont je ne me souviens plus le nom. C'est pas Caravage, c'est l'autre, mais je sais plus le nom, mais ça me reviendra. C'est pas bien grave. Mais à un moment, les deux autres femmes se réunissent en une forme un peu chelou. Oui, à un moment, je sais pas, Et ils il y a fusionnent la un tête petit en haut, peu. il y a la tête en C'est bas, ça. c'est un peu Ouais. chelou. Et ça reprend un tableau de Gustave Doré, qui est Dante et Virgile regardant la femme araignée. Mhm. D'accord. Après, on peut avancer dans le film quand Lucie va se faire découper la tête. Oui. Là, Coppola nous fait une petite touche d'humour. Parce qu'il nous reprend une représentation de Caravage et il associe le mythe de Salomé avec plusieurs éléments. Donc la tête et le plateau. Donc il coupe la tête de Lucie, donc qui compare à Salomé, et qui la transforme en nature morte. C'est-à-dire que ça coupe la tête de Lucie et ça met la scène d'après sur la scène de banquet. Ouais. Et en Je fait, vois où tu veux en venir. c'est du Caravage, en fait. C'est deux tableaux de Caravage de Judith et je ne sais plus le nom, qui portent le coup d'épée donc à Salomé. Donc pareil pour Lucie. J'ai trouvé ça fabuleux comme touche d'humour de la part de Coppola. Parce qu'il faut vraiment le voir, ça. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses, sans parler des tableaux pré-raphaélites qui reviennent assez souvent et des tableaux de, comment il s'appelle, de Gustave Moreau. Il y a énormément de références dans ce film. Il est vraiment. Voilà. J'adore ce film. Je l'ai déjà dit. Euh, oui, beaucoup de fois. Au niveau justement des tableaux, est-ce qu'il y a aussi certains effets visuels qui t'ont, par exemple, qui t'ont marqué aussi? Quel genre d'effet visuel? Je pense en particulier, bah, tu parlais un petit peu de la brume qui a un teint un petit peu, verdâtre. Est-ce que Vert. c'est ouais, vert. Est-ce que ça t'avait rappelé certaines choses? Est-ce que tu trouvais que c'était plutôt pour un effet plutôt, est-ce que tu te dis: «Bon, ça Plutôt passe plutôt bien fantastique, avec Dracula»? hein, quelque Ouais. chose. Voilà, mais après, sans plus, c'est vrai que je m'attarde vraiment sur des plans complets, Mmh. plus Bah, que sur des petits détails. Je suis un je peu pen chiante, moi. je pense en particulier aussi à un plan qu'on voyait un moment dans la bande-annonce vers la fin où, tu as un mec, tu sais, qui est en train de tenir une lumière, tu sais, qui est sûrement est en train de faire la ronde et tu une sorte cette caméra tremblante qui se rapproche de lui, tu sais? Je pense que c'est au moment où je crois il est Ah oui, il va transformé en l'attaquer, loup. oui. Oui, c'est ça, quand il est transformé, je sais pas, en loup-garou, en Non, chauve-souris, c'est c'est le loup. C'est quand il y le a le loup? loup qui va attaquer, il me semble. Il me semble, hein, je j'ai plus le truc en tête, mais il semble, c'est quand ils sont au cinématographe. Oui. C'est vrai que là aussi, je pourrais faire une grosse analyse sur le côté du Je me disais, est-ce cinématographe. qu'elle va en parler de la scène du cinématographe justement au milieu de film qui est quand même, assez Ouais, elle passionnante est aussi? magnifique. Bah, j'en ai parlé avec La Belle et la Bête de Cocteau, parce que Oui. c'est quasiment en même temps. Mmh. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment étudié la scène du cinématographe, je me suis vraiment attardée vraiment que sur le visuel du film. Qui Peut-être que je arrive m'en pencherai sur tout. juste un peu au moment où tu Mina et Dracula qui se rencontrent, dans la rue et tout Oui, ça, qui commencent à c'est discuter. Il lui dit: magnifique. «Oui, on a dit, ouais, il y a ce soir, je vais aller, je sais plus, dans une sorte de cirque ou un truc comme ça», parce que voilà, il nous présente, ce qu'on appelle le cinématographe. Alors du coup, forcément, Dracula, il est un petit peu intrigué par Technologie. cette technologie, ce nouvel, art qui débarque avec, ces images et qui ont forcément fait aussi un petit peu écho avec la scène d'ouverture Mmh. avec ces images et tout ça. Et alors, je pourrais plus te dire de quel film ils sont en train de regarder. Je crois que c'est un western donc qu'ils regardent. Ou Je sais non, pas, il y a des non, Madame cul nue. d'accord. Putain, j'étais tout le temps presque sûr en fait que c'était, je crois que c'était, l'arrivée d'un train dans La Ciotat, mais Non, c'est pas ça s'est celui-là. sorti en 95 donc Ouais. enfin en 1895, là on est en 1897 donc je pense que c'est autre chose. Mais enfin bref, il découvre, cette chose et il est fasciné et à côté de ça donc forcément enfin juste après tu as le loup qui commence à attaquer, plein de personnes et lui juste avec, le regard, il arrive à le dompter et lui dit à À le Mina: «Non, calmer, vous ouais. à le calmer et non, vous inquiétez pas Mina, n'ayez pas peur» et tout ça. Donc c'est une scène, personnellement assez forte émotionnellement et je pense que c'est à ce moment-là, en fait, où Mina commence à vraiment être attirée par, Dracula. Aussi Oui, il bien, dresse les loups. voilà, par son look, par sa prestance, mais aussi j'ai l'impression que même sexuellement, c'est là que vraiment il commence à Il y avoir a une quelque chose, il est connexion, en attirant, fait. ouais.
C'est ça. Après, c'est Gary Oldman, quoi. Voilà. Il est Il a un forcément certain attirant, charme. Gary Oldman. Même encore maintenant, hein. Ouais, oui, oui. Bon, je suis pas, je suis pas gay, mais oui, je peux comprendre que c'était quand même un bel acteur et après, ils confirmeront aussi par la suite avec le cinquième élément, la trilogie Dark Knight. Bref, on n'en est pas là. Donc, revenons à Dracula. D'ailleurs, par rapport aussi on va revenir un petit peu au niveau du casting. Donc, comme je l'avais dit, on a surtout un gros quatuor d'acteurs qui ont par la suite confirmé. Donc, Gary Oldman, donc, qui joue Dracula, Winona Ryder, qui venait de se faire découvrir par Tim Burton dans Édouard Edward Main Main d'Argent, d'Argent. mais surtout, enfin, avant Beetlejuice, mais surtout Édouard Main Oui. d'Argent. On a Anthony Hopkins qui avait déjà une belle carrière avec Elephant Man juste avant et qui venait de confirmer aussi avec Le Silence des Le Agneaux, je silence crois, des agneaux. un an auparavant, qui avait gagné l'Oscar. Et donc, Keanu Reeves aussi. Je sais plus Keanu qu'est-ce qu'il faisait Reeves, à ce moment-là. Point Break? Non, c'était après? non, je crois, Point Break, je crois que c'était à peu près la même année, je crois, Point Break. Ah. 91, non, Qu'est-ce qu'il c'était avait fait avant? 91. Et si, Ah bah tu vois, il avait fait Les Aventures de Bill et Ted. Bon, c'était une sorte de buddy pas movie un vu. petit peu comique, c'est assez fun. Mais ouais, il y avait Point Break qui venait un petit peu de faire de lui une petite star. Et donc, pratiquement un an après, donc il est dans Dracula. Alors, on avait parlé un petit peu on avait déjà un petit peu débattu du casting. Alors, autant je trouve que Gary Oldman est excellent en Dracula. Alors, j'ai pas envie de faire le jeu des comparaisons, vous voyez, Christopher Lee, Bela Lugosi et tout ça. Non, non, je trouve On fait que pas les Dracula, comparaisons, on voilà, c'est prend ça. Gary Oldman comme Gary Oldman, Bela en Lugosi avait une Dracula. certaine prestance. En fait, il avait sa classe naturelle par rapport aussi à son Et costume. son accent. Exactement aussi, son accent roumain aussi. C'était Oui. aussi de Roumanie. Hongrois, roumain, Hongrois, il était hongrois. Christopher Lee, alors les films de la Hammer étaient beaucoup British. plus british, mais il a été aussi beaucoup plus gore aussi. C'était vraiment plus dans la violence pure. Gary Oldman, il a plus un côté Dandy. érotique Classe. même, classe, Gentleman. érotique aussi. Alors plus dans la deuxième partie, parce que c'est vrai que quand tu le vois dans la première partie, pas avec Jonathan Harker, où il est présenté comme quelqu'un de vieux, assez repoussant, personnellement. Mais Je voyais noble comme aussi ça. en même temps, hein, par son costume, sa coiffure, C'est sa vraiment coiffure aussi très magnifique. très 14e siècle. Et Mais donc magnifique. après, tu le vois à partir de la deuxième partie quand il découvre Mina, mais voilà, il a ce côté vraiment plus, comme tu dis, classieux, mais en même temps assez érotique, mais bon, qui est très fort dans cette version-là. Mais Winona Ryder en Mina, je la trouve aussi parfaite, excellente. Et vraiment, j'adore Winona Ryder. Et moi, c'est plutôt par rapport aux deux autres acteurs. Alors, Keanu Reeves, j'ai pas Il fait du spécialement de Keanu problème. Reeves. C'est ça. Alors, j'ai jamais eu trop de problèmes avec Keanu Reeves en soi, mais en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le meilleur acteur du monde parce qu'il cartonne avec John Wick. Mais j'ai jamais c'est un bon acteur, mais j'ai jamais considéré comme un grand acteur. Et je pense aussi comprendre pourquoi aussi les Wachowski l'ont pris pour pour la trilogie, la Pour Matrix, quadrilogie oui. Matrix, où son jeu un petit peu quelque peu sans émotion, qui était plutôt bien avec ce que Le personnage représentait de la matrice, cette perte d'humanité quand tu découvres le monde réel. Donc je trouvais que ça concordait plutôt bien. Après, il y a des films où il est excellent, hein. Speed, il est excellent, j'ai pas de souci avec ça. Mais après, Jonathan Harker, ça m'a moins dérangé parce qu'il a pas spécialement le personnage le plus intéressant, quoi. Je veux dire, au moment où il se fait Non, il est capturer par juste les notaire. voilà, tu le vois tu le vois pratiquement plus pendant 30 minutes, il s'échappe du château, mais voilà, il retrouve sa Mina, mais sans plus, quoi. C'est pas vraiment celui qui est le plus mis en avant. Mais par contre, quand même, et pourtant, ça, on en a juste parlé parce que j'adore Anthony Hopkins, mais autant il y a ses performances qu'il a fait, c'est un super acteur, j'ai pas de souci. Récemment, il avait eu un Oscar pour The Father qui est magnifique. Mais en Van Helsing, j'ai vraiment du mal parce que je sais pas si c'est Coppola qui a voulu le diriger de cette façon, mais il en fait des caisses. Vraiment, il cabotine à fond et à Ouais, certains ça fait moments, je trouvais médecin que c'était fou. ouais, mais c'était assez gênant, tu vois? Personnellement, j'avais vraiment du mal à adhérer à cette version de Van Helsing. Je sais pas ce que toi t'en penses, par rapport au casting? Non, moi, ça m'a pas dérangé justement, Hopkins, entre guillemets, en prof fou qui est en train de dire: «Eh, vous avez vu, j'avais raison en fait». Tu vois? C'est Mmh. qui ça lui confirme la règle, j'avais trouvé ça fabuleux et je pense surtout, rien que la scène du cimetière, où il apprend les illusions du cimetière. Je sais pas si tu te souviens de cette scène? Oui, c'est quand Il sort du justement château et puis ils attendent l'arrivée de Dracula, non? Quand ils essaient de le capturer, finalement, il heu, va rejoindre bah, il Mina? y a le Lucie qui est dans la chambre et du coup, il y a ses Oui. 2 amants qui sont Mmh. dehors et il y a Van Helsing qui est apparu pour lui expliquer,
au niveau des vampires et il est dans le cimetière et il leur explique les illusions. Donc du coup, Oui. on le voit qu'il bouge de place entre plusieurs tombes. Je trouve ça fabuleux. Et par rapport à ta version de Gary Oldman, qu'est-ce qui t'a vraiment tapé dans sa performance? Tout. Je crois que c'est de jouer les 2, de entre guillemets «le vieux comte», dans son château, mais qu'en même temps un peu mystérieux. Mmh. Heu, il y a des phrases, c'est quand même un mec qui marche sur les murs quand même, qui marche la tête en bas sur le mur, il rampe le mur, c'est un peu chelou, c'est Hein? bestial, c'est voilà. On a vraiment ce côté un peu bestial, on sait qu'il parle aux animaux, entre guillemets, on l'entend dire que les loups sont ses amis. Ouais. On voit qu'il prend des bébés pour les emmener à ses concubines, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il va foutre de ce bébé?» Mais après on a le côté vraiment classieux, gentleman qu'on voit un peu, en Angleterre avec, Mina. D'ailleurs, l'atmosphère change, c'est qu'on a quelque chose de très glauque, très sombre dans le château de Dracula et quelque chose de très lumineux avec l'univers de Mina. Je ne sais pas si tu avais remarqué en regardant le film, on a deux arts différents en fait et c'est vrai que jouer les 2 rôles, c'était juste fabuleux. Je suis très objective sur ce film. Alors, Ah, avant, on avait parlé un petit peu des effets spéciaux. Alors, je suis pas en train de dire que, le film est sorti en 92, donc il vient de fêter ses 30 ans cette pas année. beaucoup d'effets Heu, spéciaux au final, hein. non, mais il y a quand même certains en fait, c'est pas forcément, par rapport aux scènes d'action parce que le film comporte pas vraiment beaucoup de scènes d'action, Non, pas des mais les scènes d'action, on va y venir juste après d'ailleurs. Mais, c'est par rapport à certains visuels qui, je trouve, même pour un film de 92, ont quelque peu mal vieilli ou des fois paraissent un petit peu filmés un peu bizarrement. des Je doubles pense en particulier expositions? non, pas forcément ça, je pense en particulier à une scène vers, au début quand tu as Jonathan qui, donc il vient de prendre le train, à un moment et Mmh. on l'attend, il y a une Il prend sorte la de calèche? il prend la calèche et la calèche, tu sais, tu as ce plan du bras Oui, ultra bizarre. Je dis: «Mais c'est» je un veux grand dire, bras tu le dis, monsieur. voilà, tu dis, je sais pas, monte, pourquoi le mec lui prend le bras et c'est je sais pas, l'effet est très bizarre. Je trouvais que ça Oui, rendait c'est une sorte de créature qui le prend puis il «Viens là toi». alors je sais pas si c'est parce qu'on était dans les débuts du numérique, mais tu as envie de dire, bon, il est sorti en 92, C'est pas très 1 an numérique, hein. 1 an Il y a auparavant, tu avais il quand même Terminator 2 qui sort, tu vois? C'était quand même d'un ouais, autre niveau, quoi, donc forcément ça joue un petit peu mais je me demande et si c'est du numérique. Il me semble pas que ce bras soit numérique. Je pense vraiment que c'est un effet de caméra. Il me semble pas qu'il ait utilisé beaucoup le numérique Cameron. bah, je sais pas parce Cameron, qu'en fait, Coppola. la main, en fait, on dirait des ses doigts, tu vois, ils ont cette forme-là, tu vois? Ils sont assez gros, donc c'est même pas des gants, tu Oui, vois? c'est une Donc sorte de c'est ça gant, qui a ouais, mais un truc chelou. enfin, C'est une c'est juste créature. montrer les doigts qui sont un petit peu bizarres Ah, j'aurais et pensé que tu aurais pensé aux j'appelle ça des points de sauvegarde, mais c'est pas des points de sauvegarde. Heu, bah, il arrive avec la calèche et puis ça fait un rond bleu qui monte quand il passe. Il passe avec la calèche, tu as un rond bleu et pouf, le rond bleu disparaît et puis en fait, à chaque fois, je pensais à un point de sauvegarde. En fait, non, c'est un oui, portail en c'était fait. ça. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire pour les gens qui ont connu le PlayStation. En fait, non, Ça me rappelait c'est un cette portail. Il rentre dans le monde vampirique et d'ailleurs, ce portail disparaît à la fin quand ils détruisent Dracula. Voilà, mais à oui, chaque fois, je pense à un point de sauvegarde. mais je trouvais que ce plan, cet effet passait encore, mais pareil, à un moment où tu parlais, où tu as Dracula qui, à un moment, quand tu as, je sais plus, Jonathan Harker, je crois, il est en train de dormir et tu as Dracula, tu sais, qui est en train de Oui, grimper, il est en train de sur le ramper truc. sur le C'est ah! vrai que l'effet est quelque peu bizarre, même pour, Déstabilisant, ouais. plus en fait, pas tu dis: «Ah, c'est moche parce que c'est 92», mais en fait, c'est plus un effet assez malaisant. Après, pour le reste, j'ai comme tu l'as dit, certes, il y a certains visuels qui sont assez forts. Je pense en particulier aussi, quand tu as, Jonathan Harker, au début, il est dans le train et à un moment, je sais plus, tu as une sorte de montagne et tu vois des yeux qui le Oui. regardent. Tu sais, il y avait La certains double effets qui exposition, du coup, que je disais, ouais. exactement, qui étaient, qui franchement, le plan est magnifique. Par contre, alors je ne sais pas si ça jouait beaucoup sur sa filmographie, mais je trouve que, par exemple, le peu de scènes d'action qu'on a, ça se voit que Coppola, c'est pas spécialement un maître du cinéma d'action. Je pense en particulier vers la fin où tu as les, je sais plus ceux qui, les esclaves de Dracula qui essaient de le faire revenir en Transylvanie. Tu as une sorte de Mmh. course-poursuite, dans la neige. Je trouve qu'en termes de montage, la scène d'action est quelque peu bizarre, quoi. Même vers la fin où ça commence à se canarder, à se battre, tu dis: «Bon,
voilà, je ne demande pas à ce que tu sois Tsuyark ou en termes de film que ça devienne un gros film de combat, mais je m'attendais quand même à un combat à l'épée ou quelque chose d'un peu plus épique. Et je trouve que cette scène est. Je trouve qu'en Il y a beaucoup en de gens fait, qui oublient cette ouais, scène, bizarrement. ouais, en fait, en termes de montage, je trouve que c'est quelque peu Mmh. haché, quoi. Mais après, voilà, c'est pareil, à un moment, tu as Dracula, je sais plus, tu as un gentil qui veut se le fighter, tu as Dracula qui lui fait une patate, tu fais ouais, je t'ai bouté. Tu fais bon, voilà, tu aurais Si pu tu faire un petit peu veux. autrement. Voilà, ça t'aurait pu faire un petit peu autrement. Mais bon, c'est quelques secondaires, parce que comme j'ai dit, des scènes d'action, il n'y en a pas tant que ça, et c'est pas ce qui C'est pas le intéresse but le du plus, quoi. film, en C'est fait. pas le but Le du but du film, film, c'est vraiment l'histoire d'amour entre Mina et Dracula, enfin plutôt c'est ça. Dracula Mmh, et son aimé, en fait, mmh. plutôt que les scènes d'action. Bah, d'ailleurs, en revenant un petit peu vers la fin, donc tu as aussi cette scène où tu as Mina qui, du coup, plante, Dracula, et donc du coup aussi tu as un bon Et de Mina ce qui est que transformée d'ailleurs. c'est ça, et du coup elle est mettre un petit peu de son corps, de sa sexualité, Mmh. et en fait, si je me souviens bien, je crois dans les bonus du Blu-ray, ou DVD, je sais pas s'ils l'ont mis dans le Blu-ray, tu avais les scènes coupées où en fait, dans le Je vais dire film, ça. il Oui, finit au 12 moment scènes où supplémentaires, ouais. 12 scènes supplémentaires, et en fait, bah, le film, si je dis pas de bêtises, à la fin, bah, tu vois Dracula qui se fait planter, et générique. Et en fait, t'as des fantômes dans ton appart, c'est pas possible. Et en fait, dans l'une des scènes coupées, en fait, après que Dracula soit mort, en fait, elle sort du bâtiment, et en fait, elle retrouve Jonathan. Et voilà, ça donnait un petit peu une impression J'ai que, vu les scènes coupées. ouais, La mauvaise le, fan du truc, non, j'ai pas vu les scènes c'est- coupées. Moi, j'ai vu le ouais. Mais en fait, ça donnait cette impression que non, elle n'était pas finalement libérée, parce qu'elle revient. Bon, même si tu sais que elle reste forcément à elle va l'emprise de revenir. Dracula, ouais. C'est ça. Et je trouvais que le fait que le film coupe au moment où Dracula meurt, je trouvais que c'était vraiment le bon moment au niveau Mmh. pour conclure la saga, et le traitement du personnage de Mina, qui vraiment est plus, certes, bien sûr, Dracula est le sujet central du film, mais vraiment le personnage de Mina est vraiment passionnant par rapport aussi à la représentation de la femme qu'on a dans le cinéma de genre. Bon, regardez la Mais chaîne de du coup, on a Demoiselles 2 d'horreur. représentations de la femme. Voilà, regardez Demoiselles d'horreur. Désolée Judith, hein. Oh non, il y a pas de souci. Alors le film aussi, a été récompensé par 3 Oscars, et ce qui est assez, enfin, pas aberrant, mais intéressant, c'est que le film, il a remporté 3 Oscars. Il a été nominé 4 fois, il en a gagné 3, pour les meilleurs costumes, les meilleurs maquillages, le meilleur montage d'effets sonores, et il a été nominé pour la meilleure direction artistique par rapport au décor. Donc, comme on parlait avant de Eko Ishioka, qui avait gagné l'Oscar pour les meilleurs costumes. Et c'est assez intéressant de voir que le film a été vraiment récompensé par son aspect technique, plus que vraiment Que l'œuvre son d'art en histoire. soi. Voilà, parce que, comme tu l'as dit, l'histoire est quand même, malgré quelques petits changements, assez fidèle à l'œuvre de Bram Stoker. Dans l'ensemble, le film est très bien réalisé, Et il et s'appelle je d'ailleurs l'attends. Bram Stoker Dracula. Bram Stoker's Dracula, ou alors, comme Mmh. chez les inconnus, oh, j'ai vu le Dracula de Coppola. Oui, mais je crois que tout le monde dit ça. «Tu as vu le C'est Dracula?» ça. «Lequel?» «Coppola». Voilà. Et en fait, c'est dommage qu'en fait, on retienne le Dracula de le Dracula de Coppola, enfin le Bram On Stoker's recommence, hein? Dracula, pour juste son aspect technique, alors que comme tu viens de le développer, c'est que le film, il a beaucoup plus à proposer quand même, narrativement, Il y a visuellement. énormément de choses, ouais. Donc, si tu avais encore quelque chose à rajouter par rapport à Dracula, comme je sais que tu avais pris tes notes, donc Beh, en fait, c'est même pas mes notes, c'est mon analyse, donc que j'ai fait il y a 2 ans déjà quand j'étais en cours et puis que j'ai approfondi maintenant avec mes connaissances, de maintenant, en cinéma surtout. J'ai Oui, faut pas dire, mais j'avais pas beaucoup de connaissances en cinéma. Enfin si, mais pas aussi développées. Donc voilà. Je creuse un peu plus maintenant, donc oui, il regorge d'œuvres picturales, il regorge d'art différents, que ça soit, bah, je parlais du pré-raphaélite, s'il y en a qui voient pas, c'est vrai que c'est compliqué, pré-raphaélite, c'est un mouvement qui était après Raphaël, parce que tout le monde voit à peu près Raphaël en œuvre d'art ou peut-être pas. Mais voilà, donc du coup, qui reprend beaucoup de comment dire? Qui reprend des thèmes philosophiques, historiques, légendaires. C'était ça qui était représenté dans la vision de Raphaël. Là, c'est pré-raphaélite qu'on retrouve, surtout pour les scènes sur Mina, sur les scènes sur Lucie, quand on la voit la première fois avec sa belle, je crois que c'est une robe blanche qu'elle a avec ses cheveux roux qui reprend Lady Lilith
De je sais plus quel est le peintre parce que je n'ai pas noté forcément. J'ai pas les photos, j'ai que le texte, donc j'ai plus les références à côté. Mais qui reprend de l'art byzantin, qui reprend énormément d'art. En fait, ce film est riche partout, que ce soit pictural, que ce soit en référence de cinéma. C'est faut pas le prendre comme une simple histoire d'amour, je pense. Euh, alors, avant de confirmer, avant de conclure un petit peu, quelle est vraiment ta scène qui t'a le plus marqué, vraiment ta scène préférée pour toi dans le film? Ma scène préférée, c'est quand Dracula ouvre, entre guillemets, «son torse» avec son ongle pour faire boire son sang à Mina et que là, il regrette son geste en lui disant: «Non, je ne veux pas que tu deviennes comme ça et que tu subisses ce poids comme lui, il le subit». Cette scène est juste magnifique et à chaque fois, je pleure devant. Je vois cette scène très, c'est émotionnellement très très forte. Vraiment, Très fort, ouais. bah écoute, on est à peu près à presque 1 heure de live. Est-ce que tu avais encore quelque chose à rajouter par rapport à Dracula ou je pense qu'on va conclure? Non, je pense qu'on va conclure. D'accord. Bah, écoutez, je remercie encore, ben, Evil Twin, Aurore, pour cet entretien ciné. Je récapitule encore donc, Dracula, sorti en 1992 et réalisé par, Francis Ford Coppola. Si vous ne l'avez pas vu, ben, n'hésitez pas à le découvrir. Je pense que Evil Twin l'a très bien vendu et n'hésitez pas à soutenir son travail. Donc, elle est disponible sur Twitter, mais c'est surtout sur Insta où elle fait Instagram, où elle poste en particulier ses critiques autour du cinéma d'horreur. Donc, analytique. analytique autour du cinéma d'horreur. Mmh. Et également aussi, il y a quelques articles qu'elle fait sur l'association Free Movers Film. Donc, récemment, elle a parlé du travail de Guillermo del Toro. Donc, n'hésitez pas à découvrir ce qu'elle fait. C'est vraiment très très intéressant. Je vous remercie. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à regarder notre entretien donc sur quand même ce classique du cinéma d'horreur. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et surtout le live de James Cameron qui va arriver prochainement. Comme je vous le dis, Avatar 2 oblige. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao!